Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 15e épisode de Affairage Airways. Je suis Aïssata. Et moi, c'est Laurence. Comment tu vas, Laurence ? On est là. Toi ? On est là, tranquille. Je reviens d'un chic voyage de 10 jours. J'ai fait le Nigeria et le Bénin. Donc, je suis très contente parce que c'était deux pays qui étaient au top de ma liste. Il ne me reste pas trop beaucoup de pays à faire dans la région. Il te reste le pays que moi j'ai ignoré, en tout cas quand je faisais mon petit trajet. Tu as fait le Togo ? Ah, j'ai vécu au Togo. Ah, tu as vécu au Togo ? Ça, je ne savais pas. J'ai vécu au Togo 6 mois, mais j'ai l'impression que ça compte pas vraiment parce que j'étais hyper jeune, on fuyait la guerre. Donc, c'est pas comme si j'ai bien visité le Togo, quoi. Genre, j'y ai vécu, mais il faudrait que je retourne pour bien visiter touristiquement. Okay. Donc, parce que j'ai constaté quand les gens font leur trajet, là, leur parcours de voyage, il y a toujours un pays qu'on saute. On fait, hop. Vous sautez le Togo, mais le Burkina, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont touristiquement au Burkina aussi. Hein. Bon, c'est souvent ignoré. Je pense que c'est chaud aussi là-bas. Et aussi, ce n'est pas sur la côte. Donc, je pars vraiment quand on fait à partir de Dakar. Ah, la côte, ok. Ouais, jusqu'à Lagos. Ouais, c'est vrai. Les pauvres Togolais, ils ont beaucoup à offrir en plus. Donc, si vous pouvez aller visiter le Togo, mais surtout aller visiter le Nigeria, le Bénin, je pense que ça vaut absolument la peine. Lagos, c'est tout ce que... si vous regardez Nollywood, vous écoutez, vous consommez la culture nigériane, afrobeat et tout ça, ne pensez pas que ce que vous voyez là, c'est trop, c'est ça. C'est exactement ça. C'est authentique. C'est authentique. Et c'est marrant parce qu'on disait avec mon ami avec qui on était en voyage que aucun moment donné, on s'est senti dépaysé tellement on consomme leur culture, quoi. C'est clair. Donc, tu arrives à la radio, tu chantonnes parce que tu connais les expressions des gens, tu les connais déjà, tu les as entendues soit dans des films, soit dans des musiques, etc. Donc, en fait, tu arrives et puis tu es dedans. Et limite, il y a des fois, toi, tu as déjà des expressions Naija parce que tu consommes leur culture à fond. Donc, ça, c'était très cool. Et la vibe, l'énergie, les gens sont gentils, hospitaliers, je trouve en tout cas. En tout cas, moi, les gens qui m'ont reçu m'ont très bien reçu. Et puis, le Bénin aussi, culturellement, il n'y a rien à dire. De toute façon, Laurence était allée, elle avait dit qu'elle avait beaucoup aimé. Et je confirme. Du coup, pour les auditeurs, tu as fait quoi comme activité, comme ville ? Alors, au Bénin, j'ai fait Cotonou, j'ai fait Ouidah, j'ai fait Porto Novo et j'ai fait Ganvié. Et je ne sais pas si je dirais que j'ai un préféré. Parce que je pense que ce que moi, j'ai le plus apprécié dans tout le voyage, c'était d'apprendre plus sur la spiritualité vaudou. Et j'ai l'impression qu'il y avait j'en apprenais dans chaque ville, finalement. Donc, il y avait de quoi apprendre dans chaque ville. J'ai beaucoup aimé les paysages aussi. J'ai souvent été dans des bateaux pendant ce voyage. Quand on était à Porto Novo, on a fait un trajet sur la rivière Noire qui était vraiment sympathique. Il y avait beaucoup de verdure. Et petit highlight, est-ce que c'est le highlight ? Mais en tout cas, un moment marquant du voyage, c'est qu'on a fait Cotonou, Lagos par la route. Ça aussi, c'était intéressant. On a fait un mélange de route et de bateau pour un peu beat les embouteillages. La même personne m'avait recommandé de faire ça, mais je n'étais pas en mode Tog Life, en plein Covid. Le Seigneur m'avait déjà trop épargné. Je me suis dit que, OK. Non, c'est le genre de choses... Vas-y. Faut pas faire seul. C'est-à-dire que moi-même, j'ai fait et je me dis, je ne ferai pas ça seule. Voilà. Et je ne ferai pas avec quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Et la chance que j'ai eue, justement, c'est qu'on était avec un ami qui le fait souvent, donc il maîtrisait. Mais je pense que si c'est nouveau et que tu es seul et tu es en territoire inconnu, tu peux facilement soit te faire arnaquer ou être un peu overwhelmed parce que tu vas pas prendre un bateau de luxe, là. C'est... Ouais. Non, j'allais le faire avec la même personne. C'est juste que moi, j'étais en mode, franchement, c'est un peu risqué. Anyways, c'est des pays que je recommande fortement pour les gens qui veulent visiter la région. Bien sûr, bien évidemment, après la Côte d'Ivoire. Mais voilà. Je pense que la Côte d'Ivoire devrait me payer pour toute la promotion que je fais pour ce pays. Ça devient n'importe quoi. Alors, on va passer aux affairages. Le prochain sujet, c'est un sujet qui était à la une, hein, franchement, ces dernières semaines de l'actualité, en tout cas en Côte d'Ivoire. Après, je sais que ça a fait un peu la presse internationale, mais je ne sais pas à quel point. C'était le retour tant attendu de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui est rentré au Bercail le 17 juin 2021, date historique dans le pays. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Laurent Gbagbo, c'était le président de la Côte d'Ivoire à partir de l'année 2000 jusqu'à 2010.
Donc, il a été au pouvoir pendant environ 10 ans. Normalement, c'est des mandats de 5 ans. Donc, il devait organiser des élections en 2005. Il les a repoussées jusqu'à 2010. Et puis, à l'issue des élections de 2010, il y a eu une crise post-électorale parce qu'il y avait 2 candidats qui se disputaient la victoire des élections. Donc, il y avait Laurent Gbagbo d'un côté et Alassane Ouattara, qui est le président actuel, de l'autre. Et chacun estimait qu'il avait gagné les élections, chacun avait ses raisons, chacun avait sa version des chiffres. Comme d'habitude, quoi. C'était ridicule. Tu regardais la télé, la proclamation des résultats, tu as quelqu'un qui a la feuille pour annoncer les résultats, quelqu'un d'autre vient lui arracher la feuille que non, n'annonce pas ce résultat. Vraiment, l'industrie du théâtre n'est pas développée aussi le continent, mais la politique, c'est vraiment le théâtre, en fait. Franchement, c'est toujours en politique que tu vois les trucs les plus absurdes. Quand ça se frappe pas, ça s'arrache les résultats des élections. Mais aussi drôle que ce genre de scène-là ait été, ça a quand même créé une crise qui a duré un tout petit peu moins d'1 an et puis qui a fait environ 3000 morts. Parce que dans cette bataille-là pour la présidence, il y avait beaucoup de batailles sur le terrain, de gens qui s'entretuaient. C'était franchement un camp contre l'autre. Tu avais le camp d'Alassane Ouattara contre le camp de Laurent Gbagbo et c'était pas beau à voir. Je pense que c'était une des périodes les plus sombres du pays. Moi, personnellement, je n'étais pas là. J'habitais en Afrique du Sud à l'époque, mais je me rappelle que même mon père qui habitait à Abidjan nous avait rejoints le temps de la crise. Ma famille qui était ici, ceux qu'on avait pu envoyer au village, on les a envoyés au village. Ceux qui étaient à Abidjan vivaient dans des conditions mais vraiment pas possibles. Et c'était la peur tout le temps, quoi. Donc, même à l'étranger, personne n'était serein parce que tu ne sais pas si le soir, quand tu vas appeler, les gens vont être encore là. Tous les jours, tu entends les nouvelles de tel tonton qui est mort, tel tonton qu'on a brûlé vivant, etc. Donc, c'était très sombre. Je me souviens en fait que même mes amis que j'avais connus à cette époque, en 2011, qui étaient ivoiriens, c'était toujours une source de stress en fait. D'anxiété, ouais. Vraiment, c'était le truc où tout le monde avait mais c'est pendant toute la crise qui a duré, je pense presque 10 mois, mais tout le monde avait le cœur lourd, quoi. Parce que même en n'étant pas là, quand tu arrives à parler à ta famille, ce qu'ils te racontent de leur quotidien, c'était pas le genre de crise où tu sais qu'en fait, tu as une bonne partie de la population qui est épargnée, quoi. Toute personne vivant dans certaines villes, y compris à Abidjan, qui est la ville principale, était affectée, était à risque, finalement. C'était très dur En fait, tout le monde était dans la main de Dieu, c'est ça. Tout le monde était dans la main de Dieu. Tu te lèves, si tu as envie le soir, c'est que Dieu est grand. Et c'est le genre de truc où quand tu vois tous les Français plier bagages et partir, c'est que c'est la débandade. Et tous les Français avaient plié bagages pour partir. C'était même les grands commerçants libanais, etc. Tous ceux qui pouvaient tout prendre pour partir sont partis. Mais pour revenir à Laurent Gbagbo, la manière dont la crise post-électorale est finie, c'est qu'avec l'aide des troupes françaises, les soi-disant rebelles, le parti d'Alassane Ouattara et les troupes françaises ont pu arrêter Laurent Gbagbo qui était caché avec ses proches, son épouse, les gens sont partis et tout dans un bunker. Ils les ont arrêtés. Attends, on a sauté l'histoire. Moi, je ne connais pas l'histoire, donc je profite aussi pour apprendre ici. Donc, qu'est-ce qui a fait que, le président ait à se cacher? J'ai pas compris. Il se cachait parce que, si on peut dire ça comme ça, le côté d'Alassane Ouattara, lui, il avait la France de son côté, il avait la communauté internationale de son côté. Donc, les résultats officiels proclamés par la commission indépendante électorale, etc., estimaient que Alassane Ouattara avait gagné. Et ce sont les résultats que la communauté internationale ont décidé de suivre. Et donc, aux yeux de la communauté internationale, c'était Alassane le gagnant et puis Gbagbo qui ne voulait pas laisser. D'accord, là, je comprends mieux. Ce qui fait que la France, qui est très présente dans la politique ivoirienne, était du côté Ouattara et a aidé le côté Ouattara à arrêter le côté Gbagbo. Et puis Gbagbo était très conscient du fait que, du coup, il capitulait le jour où on l'arrêtait, quoi. Bon, je ne sais pas si la France était vraiment du côté de Ouattara. Je pense que selon eux, ils vont dire qu'ils étaient du côté de la démocratie. Oui, si on veut. Oui, bon, comme j'ai des aspirations d'être une grande demain, oui. Donc, la France était du côté de la démocratie. Hein. Et donc, de ce fait, ils ont aidé l'élu démocratique, selon eux en tout cas, à aller arrêter Gbagbo. Et c'est comme ça que tout s'est fini. En 2011, Gbagbo a été arrêté. Ensuite, les procédures formelles ont été faites pour qu'il y ait une vraie investiture, etc., pour Ouattara. Et depuis 2011, du coup, Ouattara est président. Il en est en ce moment à son 3e mandat.
Donc, il y a eu des élections chaque 5 ans qui ont été organisées. Et pendant ce temps, Gbagbo, lui, il était détenu par la Cour pénale internationale à La Haye. Et il était détenu ainsi que Blé Goudé, qui était un de ses acolytes, son bras droit, et devait se faire juger par rapport à plusieurs chefs d'accusation. Mais bon, je n'ai pas la liste exacte, mais tout est autour de tous les morts finalement qu'il y a eu pendant la crise post-électorale. Ça a été long comme procès. Entre-temps, lui, son épouse était emprisonnée ici, en Côte d'Ivoire. Elle a été emprisonnée pendant environ 7 ans et pendant l'amnistie, elle a été amnistiée. Et donc, elle est sortie de prison et puis elle est libre depuis un certain nombre de temps. Et très visible. Elle est très visible. Alors, Simone Gbagbo a toujours été très, très, très visible politiquement. Tu ne peux pas parler de Laurent sans parler de Simone. Pendant toutes les crises que le pays a connues, parce que même avant la crise post-électorale, pendant le mandat de Gbagbo, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'instabilité politique. Et pendant chaque crise que le pays a connue, cette femme était vraiment... Quand tu penses aux grandes figures de la crise du côté du FPI, qui est le parti de Gbagbo, c'était Laurent Gbagbo lui-même, sa femme, Simone Gbagbo, et puis Blé Goudé. C'était les 3 figures emblématiques. C'était celle qui ralliait les troupes. Elle a une très bonne capacité à être une leader des jeunes, en fait. Donc, les gens la suivaient vraiment, celle qui avait les slogans, etc. C'était vraiment... La dame, là, franchement, c'était pas la première dame. C'était plus qu'une première dame, quoi. C'était plus qu'une première dame, quoi. Et même jusqu'à présent, je pense qu'elle est vice-présidente du parti politique. Elle est vraiment impliquée politiquement. Et puis, elle a rencontré son mari dans ce genre de conditions. Ils se sont rencontrés dans les bails de politique, de partis politiques et tout. Donc, c'est pas... Depuis le début, ce sont les intérêts qu'elle a. Gbagbo, quant à lui, il s'est fait acquitter cette année au mois de mars. Et donc, au début, il a été libéré en Europe là-bas. Il habitait en Europe. Et puis là, justement, après quelques démarches, etc., il a pu faire son grand retour au pays. C'était un retour qui était très... Moi, j'étais pas là. Malheureusement, j'aurais aimé voir l'ambiance en fait qu'il y avait dans la ville. C'était pendant mon voyage. Mais j'ai vu 10 000 vidéos, mais la ville était en feu parce que Gbagbo, c'est une des grandes emblèmes d'une bonne partie de la population, quoi. C'est la raison pour laquelle justement il y a eu toute une crise, c'est que chaque parti avait beaucoup de partisans, son emblème. Et les supporters de Gbagbo sont restés des grands supporters parce que pour eux, il a été emprisonné et détenu de manière injuste. Donc, il est resté une emblème très forte pendant le temps de son emprisonnement. Et donc, déjà, le fait qu'il se fasse acquitter et maintenant le fait qu'il retourne au pays, c'était huge. Il y a tout le monde était dans les rues depuis le matin. Les gens traquaient son vol sur les sites Internet. C'était intense, hein. C'était vraiment comme si une célébrité rentrait, en fait. Et je disais, je ne sais plus à qui je disais, mais c'est la première fois que je voyais quelqu'un de vivant se faire autant célébrer dans le pays. Parce que j'ai l'impression que la dernière fois que j'avais vu des trucs aussi gros, c'était peut-être la mort d'Arafat, mais justement, il était décédé. Mais une emblème vivante qui se fait célébrer comme ça, c'est rare. Même quand il est rentré dans... Il y en a, ils sont allés prendre le même vol que lui, juste pour être dans le même vol que lui. Il est rentré dans l'avion. J'ai vu les vidéos des gens dans l'avion qui disent oui, président, bon retour au pays. C'est ça, le président dans l'avion. Le président est là. C'était fou, non, c'était ouf. C'était complètement que la Côte d'Ivoire a besoin de vous. Et les gens l'appelaient papa. J'étais comme... Voilà. Non, les gens, il est devenu une emblème très, très, très spéciale. Mais franchement, j'étais surprise. C'est quand même surprenant qu'il soit rentré dans le plus grand des calmes parce que d'autres présidents n'auraient pas laissé ça. Ou bien c'est moi qui déconne dans mon raisonnement. Mais un des gros thèmes en ce moment, en tout cas depuis la crise en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation. La réconciliation nationale. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu l'amnistie qui a fait que beaucoup de personnes du camp adverses ont été pardonnées. Sinon, Simone aurait encore été en prison. Et c'est dans la volonté de créer la réconciliation nationale que je pense que Alassane joue le jeu de je n'ai aucun problème, il peut rentrer au pays. Ok. Là, je comprends mieux parce que c'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a vraiment, généralement, en politique, des séparations entre camps ou même ethniques qui justement déchirent le pays. On le voit au Nigeria, on le voit franchement au Cameroun, on le voit partout en fait. Donc c'est bien de vouloir réconcilier. Alors là, je comprends mieux. Parce que ils veulent, je pense qu'en termes d'action concrète, peut mieux faire, mais parce que j'ai l'impression que le gouvernement s'est concentré en fait sur les grosses actions qui vont dire, vous voyez, on essaie de créer la réconciliation, on laisse le président venir, etc. Mais dans la vie de tous les jours, quand tu parles aux gens, il y a encore beaucoup de clivages et beaucoup de grosses différences d'opinion entre les deux camps. Les gens sont très vocaux et sont très stricts et très durs dans leurs opinions.
Et quelquefois, quand tu entends les gens parler, ça stresse. Tu te dis, oula, ça ne m'étonne pas qu'on ait eu une grosse crise, en fait. De ma petite expérience dans les Mhm. taxis à Abidjan, ce que j'ai souvent entendu par rapport à Alassane, c'est qu'il vendait tout le pays. C'était vraiment ça que les taximans disaient tous les jours. Donc, je ne sais pas, je suppose peut-être qu'ils étaient sur le camp du côté de Gbagbo. Mais ça, c'était le commentaire, en tout cas, que j'ai entendu. Oh, il va vendre tout le pays. Même les routes ne nous appartiennent pas. Bientôt, l'air va appartenir à la France. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je pense que la réalité aussi est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient pro-Alassane qui ne le sont plus. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient surtout pro-changement. Parce que Gbagbo avait été président pendant 10 ans. Ça a beaucoup traîné avant qu'il fasse les élections après son premier mandat, etc. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément contents de l'évolution du pays à l'époque. Et c'était pas je vote pour telle personne parce que c'est la personne que je soutiens, c'est juste je ne veux plus Gbagbo. C'est notre seule option autre pour voir ce qu'on peut avoir. Et maintenant qui ont voté, qui étaient pro-Ouattara, qui ont voté Ouattara et qui aujourd'hui sont mécontents. Mais il y a énormément de gens qui étaient pro-Ouattara qui sont mécontents. Mais c'était vraiment un vote par défaut pour beaucoup de personnes. Attends, et j'ai manqué une partie plus tôt. Peux-tu expliquer, à moi surtout, pourquoi il repoussait les élections? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans le pays, une guerre? Le président africain a repoussé les élections. Son pourquoi de ça? Moi, je ne sais pas. Ah, ok. Non, parce que normalement, même dans nos gouvernements, même dans nos pays, il faut quand même une raison pour repousser l'élection. Bon, je ne connais pas les raisons officielles qui avaient été données. D'accord, ok. Je ne sais pas c'était quoi les raisons officielles qui avaient été données, mais je pense que c'était la même dynamique que tous nos présidents africains. Soit ça repousse les élections, soit ça change la constitution, soit ça... Ouais, je comprends. Mais, tu vois, rester au pouvoir le plus longtemps possible, quoi. Mais sauf qu'à un moment donné, tu peux repousser, mais à un moment donné, il faut les faire, les élections, parce que, voilà, les gens demandent, les gens se plaignent. Donc, c'était ça. Pour revenir sur le grand Laurent Gbagbo, il est revenu. Franchement, les gens étaient très euphoriques à son arrivée. On était tous contents de voir qu'il n'y a pas eu de gros troubles. Donc, c'est vrai, il y avait beaucoup de rassemblements. Donc, les forces de l'ordre ont dû utiliser quelquefois des gaz lacrymogènes pour disperser un peu les gens, pour calmer les gens. Mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de tensions politiques. Donc, on était vraiment contents de voir que le pays était capable de gérer ça, parce qu'il y en a qui étaient un peu anxieux. Et puis, il est là depuis le 17 juin, ça fait une dizaine de jours. Il est occupé. Et la première chose, en fait, qu'il a faite, c'est quelque chose qui m'a surprise parce que je ne m'attendais pas forcément à ça. Mais en tout cas, sa première grosse action depuis son retour, c'est que 3 jours après le retour, il a fait sa demande officielle de divorce auprès de la cour. Et il est redevenu catholique après. Et il est redevenu catholique. En mode, OK, d'accord. Donc... dans son truc de catholique, j'ai vu dans un article apparemment les prêtres allaient lui rendre visite en prison et tout. Je dis bon, tu sais, good for you. Mais pour moi, le plus intéressant dans tout ça, c'était le divorce. Attends, mais j'ai même pas compris. Comment on redevient catholique? Ça veut dire qu'il a changé de religion quand on l'a emprisonné? Non, peut-être qu'il était protestant ou quelque chose, non, je sais pas. Il y a beaucoup de branches. Peut-être dans son mariage. Il y a beaucoup de branches, et il respecte la religion, il y a beaucoup de branches dans le christianisme, mais je pense qu'il a toujours été chrétien, mais qu'il était dans une autre branche. Et puis maintenant, il dit qu'il ne veut plus de Simone, qu'elle n'a qu'à le laisser, que c'est bon maintenant. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, moi, j'apprends tout ça, c'est que de ce que j'ai appris, ça fait très longtemps que Gbagbo demande le divorce à Simone. Elle a dit, elle laisse pas, c'est ça, hein? C'est ça. Il a essayé une séparation à l'amiable, elle dit, elle laisse pas. Elle me donne ce genre de vibe. Juste même quand tu regardes sa tête là, elle dit qu'elle va pas t'aider. Elle est coriace. C'est le genre de femme qui dit, on ne me quitte pas, c'est moi qui te quitte. Voilà. Et entre-temps, le monsieur, il s'est même marié, hein, il s'est même marié à une autre femme dans les années 2000. Ça fait environ 10 ans qu'il est marié à une autre dame qui s'appelle Nadi Bamba. Ils ont fait un mariage traditionnel. Donc, c'est pas un mariage légal parce qu'il est encore marié légalement à Simone. Et puis, la polygamie n'est pas légale. En tout cas, n'est pas autorisée dans les mariages à la mairie en Côte d'Ivoire. Donc, il a marié cette autre femme, Nadi Bamba. Tu peux être polygamique seulement religieusement, mais à la mairie, tu as une seule femme légalement. Donc, il a marié Nadi Bamba il y a 10 ans. Ils ont même un enfant ensemble qu'ils ont eu 1 an après son mariage. Ça a été sa partenaire depuis très longtemps. C'est curieux parce qu'il ne l'a jamais caché. Donc, ça n'a jamais été une femme cachée, une femme de l'ombre ou quoi que ce soit. Quand il s'est fait arrêter, quand on l'a envoyé à La Haye, elle est partie. Elle a quitté la Côte d'Ivoire, elle a déménagé en Europe pour pouvoir être plus proche de lui. C'est elle qui a fait le suivi de toutes les démarches, en tout cas avec l'avocat, etc. Elle allait lui rendre visite 1 fois par semaine. Parce que, entre-temps, Simone, elle était emprisonnée ici. Donc, on ne va pas dire que c'est comme si Simone ne voulait pas. Elle-même, elle avait ses problèmes. Et même là, à son retour, hein, elle a pris l'avion avec lui pour revenir. Là, ils sont ensemble et tout. Les vrais ride or die.
les ride or die, for real. Et donc, Laurent, après avoir demandé plusieurs fois à l'amiable, Simone ne veut pas. Donc là, il a fait une demande officielle à la cour pour une vraie séparation. Il paraît qu'elle aurait dit qu'elle accepterait le divorce uniquement si il lui donne la présidence du parti politique. C'est clair, hein, depuis le début, vu son implication dans la politique, qu'elle a des ambitions politiques. Et être célibataire ou divorcée, ça ne l'avantage pas du tout. Oui, déjà être une femme en politique dans nos pays, ça prend un partenaire. Il n'y a aucune garantie que tu vas devenir présidente à un moment donné. Donc, je pense que pour avoir l'impact qu'elle veut avoir, malheureusement, ça passe par un homme. Mais là, c'est clair que, bon, je pense qu'il a posé sa demande, il veut la laisser, c'est clair, c'est net. Donc, Laurent Gbagbo sans Simone, qu'est-ce que ça donne? On se pose la question. Bon, Simone sans Gbagbo, malheureusement, c'est elle la femme. Donc, la réalité est que les gens vont vite passer à autre chose, en fait, et que ça va être très dur pour elle d'avancer. J'avais cru entendre, ça, c'est des choses que j'ai seulement écoutées dans les discussions, dans les chillings et tout, que la Simone, sa femme, aurait contribué à tout ce qui se passe en ce moment par rapport à Gbagbo et même à son emprisonnement. Est-ce que c'est vrai? Moi, la rumeur qu'on m'a dit, c'est que pendant la crise post-électorale, à un moment donné, il voulait capituler. Il voulait plus. Il a dit, c'est bon, on n'a qu'à le laisser. C'est ça. Mais elle lui a dit, tu me laisses tomber tout ça. Elle poussait. Ouais. Moi aussi, j'ai entendu ça. Et que finalement, lui, le mec, bon, c'est un politicien qui a toujours été anti-France. Lui, en fait, ce qui fait sa force auprès des gens, c'est qu'il est anti-France. Mais c'est pour ça que les Camerounais l'adorent. C'est pour ça que les gens l'adorent. Franchement, en tout cas, les grands gbagbotistes que je connais autour de moi, c'est toujours l'argument qu'ils vont utiliser pour descendre Ouattara. Exactement, pour descendre Ouattara, parce que c'est ça qu'il les met aussi en opposition. Donc, tu avais quoi d'autre à dire sur Gbagbo? Donc, il est devenu catholique. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me fait rire plus que le divorce. Le divorce, je pense que c'était peut-être prévisible. Quand tu es en prison, je trouve que ça clarifie beaucoup l'esprit. Tu as le temps de réfléchir, de faire un peu d'introspection. Et généralement, les gens changent leur vie quand ils sortent de prison. Ça va. Le fait que tu redeviens catholique, là, ça, je dois chercher pour avoir le détail de ça. Je sais pas, ça m'a juste trop fait. Moi, justement, j'ai l'impression que j'aurais pensé l'inverse, que quand tu es en prison, justement, tu remets beaucoup de choses en question et peut-être la foi fait partie des choses que tu remets le plus en question. Donc, peut-être qu'il s'est trouvé dans le catholicisme là-bas. Maintenant, il faudrait voir aussi politiquement parlant, en termes d'image publique, qu'est-ce que ça donne en fait de dire qu'il est devenu catholique, parce que j'ai l'impression que c'est là le nerf de la guerre, quoi. On va pas se mentir. Quand des politiciens rendent public des choses pareilles, c'est que ça doit l'aider dans son image publique d'une manière ou d'une autre de dire qu'il est catholique. En tout cas, dans nos pays, le clergé a beaucoup de pouvoir. Hein. On ne va pas se mentir. C'est ça aussi. Beaucoup de pouvoir politique. C'est ça. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Toi, tu prédis, est-ce que tu as des prédictions sur ce qui va se passer en termes de Gbagbo? Est-ce qu'il va se relancer en politique? Est-ce que? Vraiment, je ne sais pas. Il a été tellement calme dans son process de retour que je ne sais pas. J'espère qu'il ne va pas se relancer en politique parce que je pense que la scène politique ivoirienne, en général, a juste besoin de nouveaux acteurs. Depuis nos indépendances, c'est les mêmes mecs. Ils sont 3. Genre les mêmes familles. Les mêmes 3. Et c'est Gbagbo, Bédié et Ouattara depuis les indépendances. Donc, je pense qu'on a juste besoin de nouvelles têtes, en fait. Et les descendants de Oupoué. Et les descendants d'Oufoué. Donc, je pense que malheureusement, heureusement, je ne sais pas, ça va rester les mêmes. Mais je pense que pour l'avenir du pays, là, après ce mandat de Ouattara, là, si on peut juste nous montrer des têtes auxquelles on n'est pas habitué pour qu'on puisse passer à autre chose, ce serait bien. Je suis d'accord. En tout cas, la dernière mention, il nous a quand même remercié. Ça, tu n'as pas dit? Comment ça? Il a remercié les Camerounais pour leur soutien et pour leur mobilisation. Oui, en fait, franchement, j'ai l'impression que les Camerounais, no offense to you, j'ai l'impression que vous vivez par procuration. Puisque chez vous, là-bas, c'est chaud. On ne peut pas parler de quoi que ce soit. Chaque caméra à qui tu parles, il a accroché au nom de Gbagbo. On dirait que c'est son pays. J'ai dit, mais les gars, les Camerounais adorent fanatisme. C'est un fanatisme qui me dépasse. C'est-à-dire que les Camerounais... son avocate est camerounaise. Il faut quand même nous respecter. Il n'y a pas de problème, oui, il n'y a pas de problème, vous respectez. Mais c'est juste, j'étais toujours épatée parce que je crois que les plus grands pro-Gbagbo, souvent même avant les Ivoiriens, c'était les Camerounais. Et j'avais l'impression que c'était genre une sorte de on ne peut pas trop gérer pour nous là, donc venez, on s'accroche à votre gars là parce qu'il a l'air pas mal. Mais c'est aussi souvent dans la diaspora. Les Camerounais dans la diaspora, ils sont toujours... En fait, ils sont très, très impliqués en politique. Tout ce qui est panafricain, ou tout ce qui a une image panafricaine, là, ils sont derrière.
Donc, voilà. En tout cas, moi, je me rappellerai toujours d'un de mes chauffeurs Uber à Montréal, Camer, qui avait toutes les opinions du monde sur la politique camerounaise, sur les steps exacts qu'il fallait faire, les marches qu'il fallait faire et tout. Je dis, mais tonton, toi-même, tu fais quoi déjà Toi-même, ici? tu fais quoi? Et tu Tu conduis fais Uber, quoi tu fais ici? quoi d'autre? Genre, va marcher. Je ne comprends pas pourquoi tu penses que le peuple doit aller marcher. Puis toi, tu es ici, tu conduis Uber dans le plus haut des calmes. Mais je pense que ça prend de tout. Hein. Et c'est souvent ça qu'on reproche aux Camerounais, c'est qu'on est trop intellectuel et pas assez dans les rues. Et par exemple, le Sénégalais va faire les deux. Il va être intellectuel et dans les rues. Mais je pense que ça prend de tout. Il faut les intellectuels, il faut les activistes, il faut les hommes d'affaires. Donc, ça prend vraiment un peu de tout. Non, ça prend tout. Mais je pense que si tu vas t'asseoir à prôner la rue, vas-y, en fait. Je trouve ça toujours très paradoxal, les gens qui sont en mode non, mais je comprends pas, la seule solution, c'est de prendre la rue. Mais si tu dis ça, il faut au moins être prêt à prendre la rue. J'aimerais que quand on te donne l'opportunité de prendre la rue, tu la prennes et que tu vives les risques qui vont avec, au lieu d'être assis dans le confort de ton Canada et de blâmer tout le peuple. Ils vous blâmez tous, que tous les Camerounais, vous êtes des peureux. Oh, mais ça, c'est connu que le pays ne va pas évoluer et tout. Je dis, mais si toi, tu n'es pas peureux, prends ton avion, tu vas marcher. Ou demain, va marcher devant l'ambassade. Je ne comprends pas. Il faut avoir les actions qui suivent nos pensées de temps à autre. C'est très sympathique. Donc, on va passer au divers. Notre premier divers nous vient du Sénégal. On va parler des centres de données que Macky Sall a inaugurés. Pour ceux qui ont suivi la nouvelle, Macky Sall a inauguré il y a quelques jours leur premier centre de données. Et en fait, il a mentionné dans son discours que ça marquait le premier pas du Sénégal dans sa souveraineté digitale. Bon, avant même qu'on commence, genre pour ceux qui ne sont pas au courant, un centre de données, c'est vraiment, comment dire, c'est un site qui regroupe genre plein d'installations qui te permet de stocker et de distribuer tes données. Bon, pour ceux qui ont regardé le fameux documentaire Social Dilemma sur Netflix, ils ont vraiment bien caricaturé et illustré en fait les activités d'un centre de données. Je pense que la problématique que ce centre de données va essayer de résoudre, c'est le fait que 18% de la population mondiale est africaine, mais apparemment, moins de 1% des data centers sont sur le continent, ce qui fait qu'en fait, on a vraiment une dépendance numérique vers d'autres pays. Ce que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est que le premier article que j'ai lu dessus était de France Info. Ils ont lancé des pics. C'était un peu shady. Le titre, attends, je l'avais écrit. Le titre était, mot pour mot, le Sénégal se tourne vers la Chine pour son indépendance numérique. Est-ce que tu vois le pic dedans ou pas? Oh là, c'est méchant là. C'est méchant. Plein de sarcasme. J'applaudis la personne qui a écrit ce titre parce que c'est pas mal. Mais justement, parce que l'article, en fait, il racontait comment la France perd du terrain au profit de la Chine. Ça, c'est pas une surprise. Et en tout cas, j'ai vraiment trouvé rigolo le fait d'associer l'indépendance numérique à un autre pays, surtout comme la Chine. Donc, l'investissement autour du data center, c'est une coopération entre la Chine et le Sénégal. Et normalement, en fait, le projet en soi s'inscrit dans le plan Sénégal, le plan Smart Sénégal. Donc, le plan Smart Sénégal, c'est un plan qui veut encourager un Sénégal émergent, plus digital et tout ça. Et c'est justement ça, quand je disais l'épisode passé, quand on parle d'un pays qui a vraiment une stratégie, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, que vous aimez son gouvernement, que vous n'aimez pas, au moins il y a une stratégie claire qu'ils sont en train de suivre. Et bon, je ne suis pas d'accord avec toutes les actions ni les partenaires choisis, mais au moins les actions en lien avec cette stratégie sont suivies. La première phase du projet va être livrée dans 6 mois. Donc, en tout cas, le centre sera à Diamniadio. Bon, pour ceux qui ne sont pas des Sénégalais, voilà, c'est pas loin de Dakar. On va résumer ça comme ça. C'est plus facile, ouais. Et c'est ça, donc normalement, ils estiment que ça va créer 15 000 emplois, ça va permettre d'encourager l'économie numérique, ça va permettre, bien évidemment, de dématérialiser beaucoup de formalités administratives qu'ils avaient, de digitaliser leur administration. Donc, en gros, pour le citoyen lambda, ça va être beaucoup plus rapide normalement, je dis bien normalement parce qu'on connaît nos pays, mais ça va être plus facile de traiter de façon administrative avec l'État. Et je pense aussi qu'un gros avantage de ce centre de données, c'est que l'archivage sera probablement moins manuel. Je ne sais pas pour vous, mais pour ceux qui sont souvent allés dans leur mairie, tu vas voir des étages et des étages de papiers désordonnés, d'autres papiers sont même sur le sol, des actes de mariage par-ci, par-là, actes de naissance. Si tu vas dans la mairie pour qu'on cherche ton acte de naissance, vraiment bonne chance. Donc ça, je pense que ça va vraiment permettre au moins d'organiser un peu leurs archives. C'est un peu ça l'histoire. Maintenant, où ça cause problème, c'est que déjà de un, Macky Sall, je ne sais pas si je l'ai mentionné déjà, mais il a remercié l'État chinois pour son indépendance numérique ou pour son début d'indépendance numérique.
un des problèmes en tout cas qui est relevé immédiatement, c'est que le projet est porté par Huawei, une entreprise chinoise qui fait les téléphones, qui est dans les télécoms. Et en fait, moi, je trouve ça très curieux. Je ne sais pas si tu es au courant du scandale qui entoure la compagnie Huawei aux États-Unis et au Canada. Non, je ne savais pas. Moi, je ne savais même pas qu'ils avaient des problèmes. Moi, je pensais juste qu'ils avaient de bons téléphones moins chers. Oui. Au Canada, le premier scandale sur lequel Huawei est affilié, je dirais, c'est le fameux Nortel. Je ne sais pas si tu étais déjà au Canada quand Nortel était une compagnie non, je n'ai pas connu cette époque. Oh, ok, c'était un gros scandale ici. En gros, Nortel est une compagnie de Bell qui opérait dans... Pour ceux qui sont à Montréal, vous allez très, très bien vous retrouver parce que ça a tellement fait le buzz. Je pense que c'est une histoire de 2012. Moi, je me souviens encore de cette histoire comme si c'était hier. Parce que cette compagnie-là, Nortel, avait été hackée par des hackers chinois. Et en fait, c'était tellement profond que ça avait entraîné la faillite et la chute de la compagnie. Et coïncidemment, en fait, en même temps que Nortel a chuté, bizarrement, après s'être fait hacker par les Chinois, et apparemment on accuse le gouvernement chinois d'avoir eu une implication. Bizarrement, après ce hacking et après la faillite de Nortel, Huawei est devenue une compagnie internationale et a pris la place de Nortel dans le marché. Huawei a même recruté leurs chercheurs. Et en fait, beaucoup disent que vraiment l'effondrement de Nortel, qui est justement un des bankruptcies les plus larges de l'histoire canadienne, avait été causé justement par ces hackers chinois qui sont soupçonnés d'être reliés à Huawei et à ZTE, qui aussi fait des téléphones sur le continent. Et voilà, Nortel était tellement une grosse compagnie, mon Dieu. C'était comme un tiers du Toronto Stock Exchange. Ouais. Et en fait, en parallèle de ça, récemment, Genetech, encore une fois une compagnie montréalaise dans la tech, a dit que franchement, la présence de Huawei au Canada comporte un risque pour la sécurité des Canadiens. En parallèle de ça, ZTE, le groupe qui possède l'application TikTok et Huawei sont en fait sur une liste américaine comme des menaces pour la sécurité nationale des Américains. Donc, il y a un gros biais contre les Chinois. En général, les relations États-Unis-Chine ne sont pas au top du top. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils aient mis des grosses compagnies chinoises sur la liste, quoi. Mais quand tu regardes en fait le vaste univers parce qu'ils ont mis Facebook aussi sur leur liste là qui a toutes nos infos et puis qui représente mais là c'est différent parce que c'est une compagnie américaine qui possède des données américaines, right? Alors que dans ce cas ici, c'est 5 compagnies qui sont sur la liste des Américains. Encore une fois, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui sont aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une liste de 5 compagnies qui ont été identifiées. Et je trouve ça, en fait, marrant que c'est ces mêmes compagnies qu'on est en train de célébrer sur le continent et qui investissent dans des data centers. Par exemple, Huawei a des data centers aussi en Zambie, au Kenya, en Afrique du Sud, au Cameroun. Donc, je pense, en fait, qu'ils ont vraiment beaucoup de périmètres, en fait, qu'ils prennent numériquement. Sur le continent et je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de souveraineté digitale quand on encourage l'insertion d'un autre colonisateur dans notre économie numérique. Donc, en tout cas, moi, je pense que ça constitue un risque et je pense aussi que beaucoup d'autres personnes ont vraiment fait le lien entre Huawei, toutes ces tentatives, accusations de hacking, d'espionnage. Et en fait, ce que moi, je voulais même dire par rapport à ça, c'est que c'est bien beau d'avoir le data center, mais je pense que c'est encore plus important que le gouvernement sénégalais installe de bons mécanismes, en fait, que ce soit des mécanismes d'anti-surveillance, anti-hacking, anti-espionnage, je sais pas, anti-malware, anti tout ce que vous voulez. Ouais, parce que l'impression que j'ai, c'est qu'on fait justement les choses pour entrer dans les plans stratégiques, etc., mais ils ne prennent pas le temps de se poser les questions sur tous les risques et tout. Et la réalité, c'est que je pense qu'en termes de quantité de personnes, bon, ça, c'est une hypothèse, je ne suis pas 100% sûre, mais la connaissance et l'expertise dans ces domaines-là n'est tellement pas assez développée dans nos pays qui sont souvent obligés d'aller chercher des expertises externes. Et c'est facile, du coup, pour les pays comme la Chine de venir s'insérer et puis d'avoir le max de données, quoi. Mais je pense que c'est ça qui se passe. Huawei est en train de maximiser les données et puis un jour, ça va péter. Ah, c'est clair. En tout cas, il faut vraiment qu'ils aient un plan B, surtout qu'ils indiquent que toutes les données de l'État vont être dans ce data center. C'est ça, en fait. C'est pas n'importe quelle donnée. Moi, je trouve ça assez progressif, oui, mais assez risqué
quand justement tu as des investisseurs étrangers. Je pense que l'autre tactique qui aurait pu fonctionner, c'est de vraiment diversifier le risque. Ils auraient pu, par exemple, faire des partenariats avec plusieurs pays et d'avoir tes data centers liés à de différents partenaires, que de tout faire, par exemple, avec Huawei ou avec la Chine. Moi, je trouve ça assez risqué. Et normalement, même quand tu as des partenariats comme ça, il faut avoir un plan de transition éventuellement. C'est que tu fais ce partenariat peut-être pour en apprendre plus de façon technique, pour après maintenant insérer la connaissance dans l'industrie numérique ou technologique du Sénégal, parce que je ne sais pas si c'est un projet qui sera toujours porté et maintenu par Huawei. Mais éventuellement, en tout cas, il va falloir que le Sénégal soit prenne le contrôle complet de la partie technique, en fait. Et bon, on ne va pas parler des tensions qu'il y a au Sénégal en ce moment, mais ça prouve que bien qu'on avance, beaucoup de choses restent pareilles, malheureusement. Ouais, très bien dit. Donc, notre prochain divers nous vient du Togo. On n'a jamais parlé du Togo ici. Il y a des pays dont on ne parle pas assez. Tu as parlé du Togo seulement au début de l'épisode pour dire que tu n'es pas partie. Oui, donc mais en termes de nouvelles ou d'actualité, on n'a jamais parlé du Togo. Je pense que c'est une première. Dans l'épisode passé, on a parlé du Ghana qui voulait se lancer dans la transformation de cacao. Donc, cette semaine, on va aussi vous parler du Togo qui veut se lancer également dans la transformation. Donc, déjà, le Togo, c'est une des économies les plus pauvres du monde. Ils ont connu quoi? Instabilité politique, dette, problèmes d'industrialisation. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, leur production était très, très orientée vers l'agriculture de subsistance. Donc, ils sont très, très autosuffisants en nourriture. Donc, ils produisent manioc, maïs, huile, légumes, riz, tout ça. Et ils produisent aussi pas mal de coton. Et le coton, en 2020, a été vraiment lourdement touché par la crise Covid. Le gouvernement togolais veut justement combler plusieurs déficits dus à l'exportation de matières premières qui ne profitent pas à l'économie et ni aux Togolais. Donc, ils ont créé une plateforme qui s'appelle PIA. Donc, c'est un site Internet, mais c'est également un grand parc industriel. Donc, je suis allée sur la plateforme. C'est super intéressant. C'est pia-togo.com si tu veux regarder avec ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dès que je suis arrivée sur la plateforme, c'est que c'est en anglais et français, ça on peut s'y attendre, mais c'est aussi en mandarin. Donc, c'est en mandarin. Donc, je trouve intéressant qu'un gouvernement Chinois africain... toujours présent. Voilà. Donc, ils sont clairement en train de vouloir aussi attirer les investisseurs chinois. Donc, franchement, là, la France doit transpirer là parce que ça commence à être très, très clair où beaucoup de pays africains veulent se positionner. C'est vraiment Chine, Russie même, que je commence à voir très, très souvent. Et sur la plateforme, ce qui est intéressant, c'est qu'ils listent clairement les incitatifs commerciaux que le Togo offre. Ils vous expliquent pourquoi investir au Togo. Mais en plus de ça, ils vous offrent vraiment un guichet unique pour pouvoir faire les affaires au Togo facilement parce que le challenge avec le fait de vouloir investir sur le continent, c'est vraiment, vraiment les démarches administratives et le manque de clarté. Les gens ne savent pas où trouver l'information. Donc, en tout cas, sur la plateforme PIA, c'est vraiment un one-stop shop, comme on dit en anglais, là, pour tout ce qui est investir au Togo. En plus de ça, la zone industrielle, c'est une zone de 400 hectares et la première phase du projet a été livrée ce mois-ci, en juin. Et en fait, dans leur plan, la zone industrielle va pouvoir combattre toutes les difficultés qu'ils ont liées à l'industrialisation. Donc, ça va faciliter la transformation, les opérations, il y aura une logistique intégrée. Donc, dis-moi qui te finance et je te dirai qui tu es. Le projet est financé par le gouvernement togolais et aussi par Arise. Arise, c'est une entreprise qui fait dans le développement industriel et qui a comme principaux actionnaires l'AFC. Donc, l'AFC, c'est une organisation financière qui investit vraiment dans les projets, les grands projets panafricains. Et par... internationaux même. Internationaux, AFC. Hein. Pas I. Ça, pas I. Pardon. Je pensais que tu parlais anglais. Okay. Non, c'est ça, l'AFC. Et ils sont dans le développement multilatéral. Et ensuite, Olam, est-ce que tu connais Olam? Qui est dans le pétrole. C'est aussi une grande entreprise qui investit beaucoup dans le coton. C'est une entreprise, je pense, du Singapour, si je ne me trompe pas. D'accord. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la société de coton togolaise a été restructurée l'année passée
Et en fait, ils ont diminué les parts du gouvernement togolais. Donc, ce qui arrive, c'est que maintenant, la société de coton togolaise est à 24% nationale. Les producteurs togolais qui avaient aussi des actions dans cette entreprise sont passés de 40% d'actionnariat à 25%. Donc, ça a diminué et ils ont vendu la majorité à Olam. Donc, Olam est majoritaire là en ce moment. C'est ça, exact. Donc, a un contrôle en fait majoritaire sur la société de coton togolaise. Et c'est une compagnie étrangère. Et cette même compagnie-là, maintenant, bien évidemment, pour rentabiliser le fait qu'ils sont actionnaires, investit maintenant dans la diversification et dans la transformation dans l'industrie togolaise. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu le jeu qui est en train de se jouer. Je pense que c'est une bonne chose parce que leur investissement va permettre de moderniser les outils, de doubler le rendement de l'industrie cotonnière, d'exploiter le sol, de mieux transformer, de développer une marque Made in Togo et tout ça. Mais l'envers du décor, c'est que le gouvernement n'est plus actionnaire majoritaire d'une industrie qui est principale à leur économie. Ça me choque quand même. Quand même. En fait, j'étais tellement contente quand j'ai commencé à m'informer sur PIA parce que j'étais comme, oh wow, franchement, ils sont dans la même lancée que le Ghana, c'est super. Mais quand tu regardes en fait les investisseurs, tu te rends compte, mais en fait, c'est les mêmes choses qu'on voit tout le temps, en fait. C'est les mêmes problèmes, quoi. Donc, on essaie de résoudre un problème en potentiellement en créant un nouveau. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que, encore une fois, un autre pays qui semble avoir une vision, c'est que en 2019, ils avaient mis en place une politique nationale sur tout ce qui est qualité. Donc, vraiment augmenter les standards de ce qu'ils produisent, avoir des exigences de conformité, de respecter les normes ISO. Et en fait, ça va permettre justement d'harmoniser la qualité de leurs produits. C'est une bonne base d'avoir ça pour justement se lancer en transformation. Et ça va justement leur permettre éventuellement de se positionner sur le marché international. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et cette usine de transformation, justement, ne va qu'accélérer tout ça, en fait. Parce que vraiment, dans nos pays, là... Quand tu décides d'acheter du Made in Ivory Coast, du Made in Cameroun ou du Made in Togo, des fois, les standards ne sont pas trop là. Ouais, je pense que ça évolue beaucoup, en tout cas. Dans les dernières années, j'ai vu beaucoup d'évolutions positives dans ce sens-là, mais ça reste que le besoin de standardiser est là. En effet. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir dans 25-30 ans qu'est-ce que la Chine et les Olam de ce monde vont faire de toutes leurs acquisitions africaines. Parce que pour l'instant, ils accumulent. Donc, j'ai hâte. Je suis curieuse de voir ce qu'ils vont en faire concrètement. Je ne vois pas dans quel scénario ils perdent de l'argent. Hein. Ils seront très, très rentables. Normalement. Non, c'est ça, ils seront hyper rentables, mais je me demande finalement, quand ils ont autant d'actions dans des industries clés pour nos gouvernements, pour nos économies et tout, est-ce qu'à un moment donné, au-delà de se faire de l'argent, il y aura de la manipulation dans la politique, dans les choix d'investissement économique et tout. C'est là où je suis curieuse de voir si on va rappeler la France ou pas. Vous dire à l'aide. On va dire que vraiment, vous étiez un bourreau, mais allez quand même, quoi. Ça allait quand même. Que les nouveaux gars, on dirait, ils sont vicieux. Mais on verra ce que ça donne. Je trouve juste intéressant parce que Olam faisait déjà beaucoup d'achats de coton et là, ils se lancent dans la transformation. Ils sont actionnaires. Donc, franchement, c'est beaucoup de responsabilités accordées à une partie prenante étrangère. Mais on verra ce que ça donne. Oui, d'accord. Super. Alors, on va finir avec un dernier divers. Et puis, cette fois-ci, on va dans un pays... dont on n'a pas beaucoup parlé. Je pense qu'on en a parlé juste une fois, c'est le Burkina Faso. Si on avait parlé de Blaise Compaoré, de Thomas Sankara dans un des épisodes. Oui, c'est vrai. Et ça paraît que je ne réécoute pas les épisodes une fois qu'on les produit. Je pense qu'on les écoute, on s'entend à parler assez longtemps pour ensuite aller écouter nos propres épisodes, ça fait beaucoup quand même. Mais voilà, donc on va parler du Burkina Faso, qui était dans les nouvelles récemment pour une principale raison, hein. Qui n'est pas forcément une raison très joyeuse, mais qui fait beaucoup les nouvelles ces temps-ci par rapport à la menace terroriste et aux attaques terroristes des djihadistes qui ont lieu dans le pays. Il y a à peu près 3 semaines, ils ont eu une de leurs attaques les plus meurtrières. Donc, il y avait dans un village, il y avait environ 138 personnes qui sont décédées. Le Burkina n'est pas loin du Mali non plus. Donc, c'est la zone en fait, du Sahel en général qui est très menacée en ce moment par le terrorisme. Et ça fait qu'il y a beaucoup de... Et le Niger, c'est ça. Le Niger, ouais, ça chauffe beaucoup dans cette zone-là. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se réfugier au Burkina en essayant de fuir la menace terroriste dans leurs pays respectifs. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'Angelina Jolie était en visite au Burkina Faso dans son travail qu'elle fait en fait avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, je pense qu'à chaque journée internationale des réfugiés, elle va dans un camp quelque part dans le monde pour faire une visite officielle, pour visiter, pour montrer son soutien, etc. Et cette année, du coup, elle était au Burkina Faso
Faso pour montrer son soutien par rapport à la crise humanitaire qui a lieu dans le Sahel en ce moment, par rapport à la menace terroriste. Donc, voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas 10 000 choses à dire parce que je ne comprends pas concrètement, et puis peut-être Laurence, tu peux m'aider, je ne comprends pas concrètement l'impact qu'une telle visite a, à part de montrer que, OK, on pense au Burkina, aux Nations Unies, dans la lutte contre les réfugiés, etc. À part le message que ça porte pour dire qu'on y pense. Et je pense qu'ils auraient pu faire passer le message en envoyant un de leurs patrons. Je ne comprends pas, en fait. En fait, je regardais le truc et puis je ne comprends pas. Comme ça. Je comprends pas, ça sert à quoi dans le contexte? Je ne comprends pas. La meuf, elle fait des films et tout, elle est très bonne actrice. En fait, moi, ce qui m'a intéressée dans cette histoire et pourquoi la raison pour laquelle je pensais que c'était important de mentionner, c'est parce que au cours de son échange avec le président du Burkina, ils ont parlé de cinéma. Le Burkina, bien évidemment, le festival FESPACO, qui, je pense que cette année, c'est en octobre, et ils ont échangé sur le cinéma. Je me suis dit, bon, c'est une grande actrice. Si elle décide, par chance, de s'impliquer dans cette industrie, oui, ça peut avoir un impact mondial. Donc, c'était plus ça. Et voilà, je pense que le président a même dit qu'il souhaiterait qu'elle soit ambassadrice du FESPACO. On n'aime pas se respecter. On n'aime pas se respecter. Qu'elle doit être ambassadrice du cinéma burkinabé, mais je pense qu'il voulait dire partout où elle sera après sa visite au Burkina, de parler en fait de cette industrie, de parler de ce festival pour essayer d'augmenter la renommée, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Non, ça c'est excellent, ça c'est très bien. Mais comme elle est venue pour les réfugiés, mon frère, attends, elle vient pour les réfugiés, je profite pour lancer mes autres dossiers. Elle peut parler de plusieurs choses. Et je pense que les conversations qu'ils ont eues quant au cinéma ont tellement de sens parce que le Burkina, c'est l'endroit clé en termes de production de films et de séries. Je pense même que c'est même là où elle peut avoir le plus d'impact. OK, être ambassadrice des réfugiés, OK, c'est une chose. Mais où elle peut vraiment avoir un impact quantifiable, c'est en justement... Dans le cinéma. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi, justement, c'est pour ça, et je reviens sur le point de je ne comprends pas l'utilité de sa visite en tant qu'ambassadrice dans le programme de l'ONU. Elle serait venue en visite officielle dans le contexte du cinéma, j'aurais compris. Et le fait qu'ils aient pu parler du cinéma, ça a un bon effet secondaire. Mais la raison principale de sa venue, je ne comprends toujours pas l'utilité. Ouais, généralement, pour la remettre, elle, en question, c'est juste que quand, en général, on ramène des stars pour ce genre de cause, mais c'est un peu injuste parce que Angelina Jolie, de toutes ces célébrités-là, c'est celle qui a été la plus constante dans son implication avec des réfugiés. Elle a même adopté des enfants qui ont été réfugiés et tout ça. Et elle, en fait, son positionnement par rapport à l'agence, j'ai oublié le nom, là, l'agence des réfugiés, machin, de l'ONU, c'est de parler des conditions de vie dans des camps de réfugiés parce qu'elle a des enfants qui ont vécu ça et aussi parce qu'elle a beaucoup voyagé dans des camps. Donc, je pense que son avis est pertinent. Maintenant, je ne sais pas si c'est la personne qu'on doit nécessairement écouter, mais de ce que j'ai compris, généralement, elle est à la table et elle n'est pas à la table seule de toute façon. Oui, en fait... Et peut-être que tu y réponds un tout petit peu. Moi, justement, la question que je me pose, c'est après ce genre de visite, en termes d'action concrète, qu'est-ce qui se passe? En dehors des visites officielles qu'elle fait, elle adopte des enfants, mais qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Mais Aïssata, juste le fait d'augmenter la visibilité de la condition de vie des gens, c'est une sorte d'action, right? Parce que souvent, nos gouvernements qui sont dans les capitales, ils vivent dans leur palais, ils ne savent pas ce qui se passe au nord de leur pays. Donc, je pense que c'est une action en soi d'aller voir le président d'un pays et dire que dans cette région, concrètement, voici des exemples de personnes qui souffrent à cause de tel acte terroriste ou à cause de l'inaction du gouvernement face à la crise terroriste qu'il y a au Burkina. Donc, je trouve que c'est pertinent. Je ne suis pas celle qui va supporter Angelina Jolie, mais je trouve que ça a sa pertinence. C'est une action. Aller voir un président pour exposer un problème est une action en soi. Une action. Je ne savais même pas qu'elle partait voir le président. Pour moi, je pensais qu'elle venait, elle faisait son discours et elle partait. Ah non. Quand même, tu sais que nos hommes politiques, dès qu'il y a une star dans le pays, là, ils veulent rencontrer la star. Il lui faut sa photo avec Angelina quand même. Moi aussi, si je suis présidente, que Beyoncé est de passage, oui, je l'invite à la présidence. N'est-ce pas? Dans toutes les personnalités que tu peux inviter, ta part, c'est Beyoncé. Ma part, c'est Beyoncé. Pour faire la promotion de la musique locale. La promotion du Motherland. On va organiser featuring Beyoncé, fière de Bio. Je pense que l'épisode a assez duré. L'épisode a duré et puis il était très sérieux. Mais bon, ça arrive de temps en temps. Alors, on va passer à nos coups de cœur musicaux. Je vais commencer. Je considère que j'ai écouté beaucoup plus de musique ces 2 dernières semaines que d'habitude. J'ai écouté l'album de Hiro, Afro Romance. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas écouté du Hiro. Et bien que c'était dans une vibe assez zouk,
j'ai fait l'effort En d'écouter. parlant de musicaux, tu viens nous parler de quelque chose que tu n'as pas aimé. Non, mais c'est important quand même de parler des albums qui sont sortis, surtout quand c'est des artistes qui ne sortent pas beaucoup de musique. Mais en tout cas, l'album s'appelle Afro Romance. Je ne sais pas si je le recommande nécessairement, mais il y a des pépites dans l'album. Donc, mon crush, c'est Kossi, qui est un chanteur camerounais. Il a sorti le son qui s'appelle Chill. J'aime trop la production. C'est vrai que souvent, je critique un peu la musique camère anglophone parce que ça s'apparente beaucoup à la musique nigériane d'Afrobeat, mais je pense que ce morceau de Kossi, là, il a essayé de mettre sa touche. Pour moi, c'est un hit. Donc, Chill de Kossi. Super, je vais aller écouter ça après. Moi, mon crush musical, c'est une chanson d'Amapiano parce que je trouve que quand je suis allée au Nigeria, ça ne jouait que de l'Amapiano. Je ne pensais pas pouvoir overdoser d'Amapiano. Après ma première soirée, je n'en pouvais plus parce que d'habitude, moi, j'écoute 1-2 chansons par-ci par-là, mais je ne sais pas danser ça. Donc, après 3 chansons, je suis fatiguée de faire le même move. Même dans la chanson de Kossi, il y a un peu d'Amapiano et je trouve ça intéressant parce que c'est pas des chansons qui se dansent partout. Non. Genre, sauter sur ton genou. C'est dur. Je n'ai pas les genoux pour ça, en tu fait. descends. C'est pas une danse qui est accessible, mais il se trouve que l'Amapiano, c'est le truc du moment que tout le monde refait, tout le monde reprend, que ce soit les Nigérians, les Camers, les Français, tout le monde fait de l'Amapiano. Mais ce n'est pas une danse inclusive, hein. Franchement, désolée. Non, vraiment, dans cette époque de diversité et inclusion, revoyez-vous, quoi. Du coup, mon crush, le nom de la chanson, c'est Kulunkulu. Et l'artiste, c'est Kamo Mfela. Je suis certaine du fond de mon âme que j'ai mal prononcé et le titre et l'artiste, mais la beauté de ça, c'est que tout sera écrit dans la description. Et pour rappel, même je profite pour parler de la playlist. On a une playlist sur Spotify, Apple, donc on vous recommande de follow la playlist et chaque épisode, on va rajouter des chansons dedans. Je te laisse continuer. Je pense que le dernier épisode qu'on va sortir, d'ici là, MHD aura sorti son album qui s'appelle Mansta. Et j'ai juste décrété que j'aime l'album. Ce n'est pas sorti, mais j'aime l'album. Voilà, ce sera ça mon coup de cœur. Parce que c'est ton nom. C'est mon nom, c'est tout. Sur ce, je pense que on peut atterrir. Hein? Oui, moi je suis prête. Super. D'ailleurs, avertissement à tout le monde. J'ai pris l'avion récemment. On ne parle jamais des tablettes de nourriture au moment de l'atterrissage. Donc, j'enlève ça de mon speech d'atterrissage. Est-ce qu'on a mentionné que c'est même notre avant-dernier épisode de la saison? On part bientôt en vacances, les cocos. Ça, c'est notre avant-dernier épisode. Même s'il y en a qui reviennent de vacances et qui sont toujours en vacances. Lol, oui, effectivement. Il y en a qui sont en vacances prolongées. Regardez les gras dans ma voix. Écoutez les gras franchement, dans ma voix. Ça va aller, tes vacances vont venir. Ça va venir. Donc, c'est notre avant-dernier épisode, mais comme d'habitude, après une bonne pause, on sera de retour dès qu'on pourra. Et du coup, on vous laisse en douceur. Je vais vous demander tout gentiment de redresser le dossier de votre siège, d'attacher votre ceinture de sécurité et de vous préparer pour l'atterrissage. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée.